Ok, très bien. Merci. Alors, sans plus tarder, on va commencer donc la présentation qui est en rapport avec l'éthique médicale et l'impact de l'éthique dans l'exercice de la profession de médecine et de médecine générale plus particulièrement. Je vais vous demander juste, s'il vous plaît, d'observer un peu de silence pour pouvoir comprendre un peu les considérations éthiques, parce que l'éthique médicale, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui est éminemment important, et beaucoup plus l'éthique clinique, puisque je vais parler d'éthique clinique beaucoup plus aujourd'hui. Alors pour planter le décor, je prévois donc de vous citer cette belle chose qu'a dit un certain Peabody, c'est un Américain, on est au début du XXe siècle. L'une des qualités essentielles du clinicien est l'intérêt qu'il porte à l'humanité. Le secret d'une bonne prise en charge réside dans le soin qu'il porte aux patients. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes au début du XXe siècle, c'est la naissance d'une considération, d'un concept éthique nouveau qui est celui du care. D'accord? Donc, la care attitude. D'accord? Donc là, on est reparti vers la dimension humaine. Parce que vous savez que, bon, sans rentrer dans les détails de l'évolution de l'éthique médicale, l'éthique a connu, si vous voulez, une évolution, l'éthique médicale a connu une évolution en dents de scie. En dents de scie, en fonction des soubresauts des événements mondiaux, en fonction des considérations éthiques que la Terre a connues, que le monde a connues depuis Hippocrate. D'accord? Je rappellerai quand même que l'éthique médicale est quelque chose qui ne date pas d'hier. L'éthique médicale existe 5 siècles depuis avant notre ère, à travers ce célèbre personnage que vous connaissez qui est Hippocrate. Hippocrate a inscrit la dimension humaine dans l'exercice de la médecine. Cette dimension humaine, malheureusement, elle s'est perdue, elle a été perdue de vue un petit peu avec l'évolution, si vous voulez, des sociétés et des cultures, pour être réhabilitée et intégrée. Alors, je dirais que, en fait, les anglo-saxons ont été, les nord-américains plus particulièrement, ont été un petit peu, si vous voulez, les précurseurs dans ce qu'on appellera par la suite l'éthique clinique, puisqu'ils ont réintégré, dès le début des années 80, cette notion de l'éthique médicale, et ils l'ont bien évidemment, inscrit en tant que stratégie managériale pour ce qui est de la qualité de soins. Actuellement, dans des pays qui sont développés, quand on parle de démarche qualité par rapport aux actes de soins, eh bien, la démarche qualité implique aussi l'évaluation de l'attitude éthique dans le soin. Voilà, c'est pour vous dire que l'éthique médicale actuellement, elle doit pouvoir être inscrite dans tout le process, si vous voulez, managérial de la démarche qualité. On va aller avancer un petit peu. La conception actuelle du soin. Eh bien, la conception actuelle du soin, c'est 2 considérations. Première considération, vous avez en fait une double injonction. Vous avez, premièrement, l'attention qui doit être portée aux pathologies d'organes, à l'organe malade, etc. Bien sûr, ça renvoie à des considérations scientifiques, et là, il y a l'obligation de compétences, de performance, etc. sur le plan scientifique. Mais la deuxième injonction, c'est aussi l'attention portée à la personne. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle actuellement la médecine holistique. La médecine holistique actuellement, puisqu'il s'agit de médecine holistique, c'est des considérations qui doivent englober l'être humain dans sa globalité. Quand on soigne un être humain, on ne soigne pas un organe. On ne soigne pas un organe malade. On doit soigner l'être humain. Vous allez voir que le fait de s'inscrire dans cette dimension holistique sur le plan de l'éthique va renvoyer à un certain nombre de considérations qui doivent être absolument prises en considération dans l'exercice de votre profession. Donc, cette double injonction qu'il faut avoir en idée. En effet, il ne saurait dès lors être question d'appliquer à chaque malade des décisions normées de façon systématique. La systématisation de l'exercice médical doit disparaître. Si on est épris de l'éthique, si on est épris du respect des valeurs humaines, si on est épris de ces considérations d'humanisme, on va parler de l'humanisme tout à l'heure, eh bien, il faut déjà enlever, si vous voulez, cette considération, la bannir, j'allais dire, de systématiser
Non, on systématise rien du tout. Vous avez deux malades qui ont la même maladie, eh bien la prise en charge de ces deux malades va être différente. Parce que vous avez deux êtres humains qui sont différents, vous avez des considérations sociales, économiques, environnementales, familiales qui peuvent être différentes d'un patient à un autre pour la même maladie. Donc il va y avoir des attitudes qui vont être différentes. L'objectif, si vous voulez, de ces considérations-là, c'est quoi? L'objectif, c'est de construire une relation médecin-malade. Celui qui doit construire la relation médecin-malade, c'est le médecin, c'est pas le malade. Au malade, on ne demande absolument rien du tout. Le malade, il arrive, il vient avec sa maladie, il vient avec ses difficultés, il vient avec ses peurs, il vient avec ses appréhensions. C'est au médecin de composer avec la personnalité, les appréhensions, les douleurs, l'environnement, la famille, le social, la psychologie du malade. On compose avec tout ça pour voir comment construire une relation avec son patient. Aller vers un diagnostic, aller vers une thérapeutique sans avoir construit, sans avoir fait ce travail relationnel. La relation médecin-malade, elle est fondamentale dans la prise en charge des malades. Pourquoi? Parce qu'elle va conditionner toute la prise en charge du malade. Si vous avez une mauvaise relation avec votre patient, vous ne pouvez pas aller bien loin dans sa prise en charge. Pourquoi? Parce qu'en finalité, vous allez avoir un patient qui va pas faire confiance, tout simplement, qui va être à la limite suspicieux, qui va aller vers un autre médecin par la suite. Et c'est comme ça qu'on voit se multiplier les avis médicaux pour une même maladie. Vous avez des patients qui sortent d'un cabinet médical, il n'a pas confiance, il n'est pas certain que c'est le bon traitement, il va aller chercher un autre médecin, il va appeler ses amis, est-ce que tu ne connais pas un gastro, est-ce que tu ne connais pas un bon cardio, je viens de voir un cardio mais j'aimerais bien voir un autre, est-ce que tu ne connais pas un autre médecin généraliste, je viens consulter mais j'aimerais bien avoir un autre avis. Vous avez des fois des malades comme ça, qui consultent 3 fois, 4 fois, qui arrivent en pharmacie avec 2-3 ordonnances. On l'a déjà vu. Et poser la question au pharmacien, voilà, j'ai 3 ordonnances, qu'est-ce que je prends comme médicament? Ça, c'est une faillite relationnelle. C'est une faillite relationnelle. Et les résultats, ils sont là, bien évidemment. Et c'est quelque chose qui est éminemment négatif, bien sûr, pour les patients que nous avons à prendre en charge. C'est tout l'enjeu du raisonnement éthique. Voilà. C'est à ça que je voulais arriver, finalement. Il faut apprendre le raisonnement éthique. Quand vous faites face à des difficultés d'ordre éthique, avec vos malades, il faut savoir, tout le monde, tous les médecins se posent la question un jour ou l'autre, oh là là, mon Dieu, j'ai un patient qui refuse les soins, il ne veut pas se faire soigner. Oh là là, j'ai un patient qui vient me demander un compte-rendu médical de son épouse. Est-ce que j'ai le droit de le donner ou pas? Est-ce qu'il y a des considérations éthiques? Est-ce qu'il y a des considérations réglementaires? Donc, tous les médecins font face à la mort, bien évidemment, le constat de décès, j'en passe, on ne va pas rentrer dans toutes les considérations, aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais l'éthique médicale et les problèmes d'ordre éthique sont omniprésents dans la pratique médicale et je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Pour cela, il est important pour tous les médecins d'acquérir un raisonnement sur la question de l'éthique et de savoir comment agir face à des situations problématiques qui posent bien évidemment des problèmes de l'éthique. Je passerai rapidement sur la position de l'OMS. Pour étayer, j'allais dire, mon propos, il faut savoir que l'OMS a édicté des directives qui sont claires, déjà depuis plusieurs années, en vue d'harmoniser les approches et les politiques concernant les aspects éthiques de la santé. Donc les choses sont claires. D'ailleurs, l'OMS préconise l'évaluation de toutes les questions éthiques dans les programmes de santé. À chaque fois qu'il y a un programme de santé qui est édicté, qui est décidé par l'OMS, il y a des considérations éthiques qui sont étudiées également et évaluées. Donc pour vous dire à quel point c'est important, l'éthique médicale, ce n'est pas de la philosophie encore une fois, l'éthique médicale c'est du sérieux, l'éthique médicale implique des enjeux stratégiques de politique de santé, l'éthique médicale implique les valeurs des personnes humaines non malades bien évidemment, qu'on va soigner un jour ou l'autre. Ceci va nous faire évoluer vers ce qu'on appelle l'éthique du soin. On parle de soins depuis hier, mais savez-vous qu'on parle actuellement d'éthique du soin? Le soin médical, bien évidemment. Alors la pratique clinique ne peut être considérée comme la simple application d'éléments cognitifs de sciences théoriques, bien évidemment.
La finalité des sciences médicales, on les connaît, c'est d'appliquer bien évidemment des protocoles scientifiques, médicaux, validés, ça on est tout à fait d'accord. Quant à la finalité du soin, qui est différent, bien évidemment, c'est de restaurer la santé d'un individu dans toute la singularité du contexte du soin, le contexte qu'il faut bien sûr évaluer, étudier pour pouvoir se positionner sur ce qu'il y a de mieux à apporter comme prestation médicale. Donc vous voyez qu'en fait, le soin précède l'acte médical en fait. D'abord l'évaluation sur le plan du soin, c'est l'évaluation personnelle de la personne et on va évoluer par la suite vers une conduite thérapeutique qui lui soit personnalisée et singulière par rapport à chaque malade qu'on aura à prendre en charge. Je rappelle quand même qu'un soin, c'est quoi en fait un soin ? Un soin, c'est une expérience de décentrement. Décentrement. On doit se décentrer de l'organe malade vers la personne malade. Ça, c'est la base fondamentale de l'éthique clinique. C'est arriver à faire ce travail avec soi-même déjà, en tant que professionnel. Moi, je peux comprendre que tous les médecins, on a une maladie, enfin, on a une personne un patient qui est malade en face de soi, on reçoit un malade dans le cabinet médical, on est tout de suite positionné sur l'organe malade, sur la maladie. Ça, ce sont des attitudes et ce sont des habitudes qu'il faut bien évidemment revoir. C'est un travail d'apprentissage, c'est un travail de déconditionnement qui fait que les médecins doivent se décentrer si vous voulez, de cet intérêt immédiat vers l'organe pour d'abord donner l'intérêt vers la personne et aller par la suite vers l'organe. Donc c'est ça qu'on entend par le soin actuellement. Je vais aller un peu plus vite pour ne pas trop monopoliser la parole. Alors il y a bien sûr beaucoup de situations dans lesquelles les problématiques éthiques vont se poser. Et je peux même vous dire qu'il n'y a que de l'éthique dans l'activité médicale finalement. Tout ce que vous faites, dans tout ce que vous allez exercer en médecine, il y a parfois et souvent même fréquemment une pointe d'éthique médicale. À chaque fois que vous avez une décision médicale à prendre, à chaque fois que vous êtes sur le point, vous êtes en train de choisir entre quel protocole thérapeutique. Est-ce que c'est ça le bon schéma thérapeutique? Non, c'est peut-être pas ça. Est-ce que je ne me suis pas trompé de diagnostic? Est-ce que c'est le bon diagnostic? Attends, j'ai peut-être demandé encore une exploration pour être sûr. Ah, c'est peut-être pas ça le bon. Là, vous êtes en train de faire de l'éthique médicale et vous êtes en train de faire de l'éthique clinique. C'est un très bon signe, bien évidemment. C'est une très bonne chose, une excellente chose qu'un médecin soit un peu, si vous voulez, turlupiné et tiraillé entre des considérations de diagnostic, de thérapeutique. C'est une excellente chose. On est en train de faire de l'éthique. Alors les exemples, le problème du consentement du malade, l'information du patient, comment je dois l'informer, sur quelles considérations, et si sa maladie est grave, est-ce que je dois quand même l'informer, et comment je dois l'informer, comment je dois le faire consentir. D'autres questions, les problèmes d'acharnement thérapeutique, l'exercice de la médecine générale en situation d'urgence. Il n'y a que de l'éthique médicale pour les praticiens qui sont dans les pavillons d'urgence, dans les pointes de garde, etc. Il n'y a que des problèmes médico-légaux et que de l'éthique. Les décisions d'arrêt de traitement, la fin de vie, le constat de décès, il y a de l'éthique médicale partout. D'où l'intérêt justement d'être formé dans le raisonnement éthique, d'être formé justement sur la question de l'éthique clinique. C'est pour pouvoir savoir comment raisonner, acquérir un raisonnement pour apposer la bonne conduite sur la question, bien sûr, de l'éthique médicale. Ça, je viens d'en parler justement, donc les difficultés. Alors, la grande question qui se pose pour les médecins, c'est la faisabilité et la non-faisabilité au regard de l'éthique. Est-ce que telle conduite, tel protocole est faisable ou n'est pas faisable sur la question de l'éthique? Ça peut être compliqué. Je ne dis pas que l'éthique médicale est toujours une mince affaire à régler. Parfois, il y a lieu de demander des avis. Parfois, il y a lieu de se concerter avec une équipe, de se concerter avec des aînés. Il ne faut pas hésiter à le faire, bien évidemment, plutôt que de prendre des décisions qui pourraient compromettre les valeurs humaines, les décisions que vous allez prendre. Donc l'éthique médicale, parfois, effectivement, peut être compliqué. D'ailleurs, il y a cette question, ce qui est scientifique est-il nécessairement moralement acceptable? On est tout à fait d'accord que non. D'accord? Toutes les considérations, toute la science, quand on discute sur le plan de l'éthique médicale, tout ce qui est validé sur le plan scientifique
d'accord, eu égard à des considérations d'ordre éthique, peuvent se faire discuter. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise la science que c'est exactement ce qu'il faut pour ce malade. Il y a parfois des considérations qui échappent au protocole validé scientifique, auquel cas il faut discuter, bien sûr, c'est les considérations d'ordre éthique. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les aspects de l'éthique médicale, je vous citerai juste cet article du Code de déontologie médicale qui parle de la vocation du médecin, et je vous prie de ne jamais l'oublier. À chaque fois que vous faites face à un problème d'ordre éthique dans votre exercice professionnel, remettez-vous à cet article-là. Il est prévu dans le code de déontologie médicale algérien, il est prévu dans tous les codes de déontologie du monde entier. C'est l'article qui traite de la vocation du médecin. Regardez ce que dit cet article. La vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Je rappelle que la déontologie médicale, c'est de la réglementation. Nous avons un code de déontologie médicale, c'est un décret exécutif, c'est une loi qu'il faut appliquer. Eh bien, dans ce code de déontologie, il y a cet article. Questionnez cet article à chaque fois que vous faites face à une problématique éthique. Est-ce que ma décision que je m'apprête à prendre est en conformité avec cet article ou pas ? S'il y a des doutes, il y a lieu bien évidemment de réfléchir et peut-être de prendre d'autres considérations en jeu. Donc je termine bientôt. Alors le raisonnement éthique que vous devez acquérir, il doit être basé sur 4 considérations. Respect de l'autonomie du patient, respect de la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice et l'équité vis-à-vis des patients. Ça pourrait faire l'objet d'une formation d'ailleurs, et je termine bientôt. Alors ce raisonnement éthique va vous permettre en fait de prendre en considération une triangulaire fondamentale en éthique clinique: vulnérabilité, autonomie, dignité. C'est les 3 mots-clés pour ce jour que je vous demanderai de retenir. Alors ça va vous donner, si vous voulez, un cheminement de réflexion, un cheminement de raisonnement dans lequel vous allez prendre en considération les fragilités psychiques, émotionnelles, environnementales, familiales, sociales de votre malade avant de décider, bien évidemment, de prendre une décision. Voilà, donc dans le but d'autonomiser le patient, de respecter la dignité humaine, et ce sont des considérations éthiques qui sont éminemment importantes. Donc je ne reviens pas, vous avez cette planche si vous voulez la prendre, c'est un résumé des obligations déontologiques des médecins, telles qu'elles sont prévues dans le code de déontologie médicale. Vous allez sur le code de déontologie médicale, vous allez trouver tout ça. J'ai juste mis quelques tirets. Respect du libre choix du malade, respect du secret professionnel, devoir d'impartialité, devoir d'assistance à personne en danger, devoir de qualité de soins. Qualité de soins, ça implique des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données acquises de la science. Obtention, informer les malades. Consentement libre et éclairé, devoir d'intégrité, d'honorabilité, de probité. Ça, c'est la déontologie médicale. La déontologie médicale, je m'explique, c'est une implication des principes de l'éthique médicale codifiés en texte de loi. Alors, pour terminer, quelques grandes questions, quelques dilemmes éthiques qui peuvent se poser dans l'exercice médical. Vraiment quelques exemples, parce que je ne vais pas avoir la prétention d'évoquer aujourd'hui devant vous toutes les considérations éthiques qui foisonnent dans l'exercice de la médecine. La question du refus de soins, c'est une grande question. Je l'ai dit tout à l'heure, le refus de soins, le plus souvent, ça c'est des études qui l'ont fait, qui l'ont démontré, le refus de soins est le plus souvent inhérent à un problème relationnel. Donc il faudra retravailler la relation avec le patient. Deuxième problème par exemple, alors bon, ça c'est le relationnel toujours. Deuxième problème, la priorité dans les soins. J'ai une personne âgée, alors question qui peut se poser, parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent dans la société algérienne de droit médical et d'éthique. Voilà, j'ai un patient qui est très âgé, j'ai un patient qui est moins âgé, qui est jeune, j'ai pas beaucoup de médicaments, j'ai pas beaucoup ou alors j'ai un seul équipement, à qui je dois le donner, est-ce que j'ai le droit de choisir le plus jeune et de laisser le moins jeune?
Est-ce que cette considération-là, cette problématique, elle s'est posée combien de fois durant la période du Covid? Par exemple, rappelez-vous, les problèmes d'oxygène, est-ce qu'on a le droit de ne pas donner aux plus âgés? Est-ce qu'on a le droit de mettre ceux qui ont des tares, des maladies, etc., et de donner la chance aux plus jeunes? Bon, ça, c'est des considérations. Bien évidemment que non. Pourquoi? Sur le plan de l'éthique médicale, vous avez le principe de l'impartialité. L'impartialité, c'est l'obligation de ne jamais faire de discrimination, de différence entre les malades. Quel que soit l'âge, quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit la qualité de vie des malades, tous les malades doivent pouvoir bénéficier de soins avec la même qualité, bien évidemment, par rapport à ces soins. Et je termine tout de suite avec la dernière considération que j'ai choisi que ces 3 considérations, mais il y en a bien d'autres. Vous savez, dans le code de déontologie médicale, celle-là, elle est en rapport avec la prescription. Dans la déontologie médicale, on vous dit le principe de la liberté de prescription du médecin. On vous dit, les médecins sont libres de prescrire. Personne ne peut discuter la prescription médicale à partir du moment où elle a été décidée par un médecin. Simplement, vous voyez dans cet article-là, c'est un peu quelque part une arme à double tranchant. On est libre de prescrire, seulement il ne faut pas faire courir de risques injustifiés au malade du fait de sa prescription. C'est là où il y a l'implication en responsabilité dans la prescription. On pourrait faire un jour une formation sur la prescription, sur ces considérations-là. Bien évidemment, je pense que ça sera très intéressant pour vous. On va essayer d'organiser tout ça avec la SADM, avec la Société algérienne de droit médical et d'éthique. Pour terminer, l'éthique se réfléchit certes, mais l'éthique doit surtout se pratiquer. C'est ça le problème. La chose qui manque, c'est celle-là. C'est la transition vers la pratique de l'éthique. L'éthique, il y en a beaucoup qui écoutent, il y en a beaucoup qui suivent l'éthique, mais quant à l'application, ça pose problème. En éthique médicale, il s'agit essentiellement d'agir en prévention et de modifier des comportements. C'est ça le but de l'éthique, c'est pas d'attendre que le problème se réalise, c'est d'essayer d'adopter les bons comportements, les bonnes attitudes, justement pour ne pas faire face à ces considérations, à cette problématique éthique. L'importance de la formation en éthique médicale, et là je vous invite vraiment à prendre part aux formations en éthique médicale pour vous apprendre justement à acquérir les outils nécessaires pour vous, pour pouvoir modifier vos comportements, adopter les bonnes attitudes en respect bien sûr de l'éthique et bien sûr l'importance d'un référentiel éthique. Nous sommes en train de travailler sur le référentiel dans notre société savante. Dès qu'il sera prêt, je vous promets de le partager à grande échelle pour que tout le monde puisse en profiter et je vous remercie de votre attention.